C'était un jour comme les autres. Le soleil introduisait ses rayons par la maigre ouverture d'une petite chambre dont le lieu n'apporterait aucune substance à notre histoire. Le réveil indiquait à peine 7 heures, mais déjà, plus aucune silhouette ne se dessinait sous les draps sommaires de la couchette, car Pierre, notre principal protagoniste, était déjà, comme à son habitude, en train de s'entraîner à l'escalade sur son pan personnel. Un entraînement rude, presque spartiate, avec en ligne de mire un seul rêve depuis sa plus tendre enfance, celui de participer aux Jeux Olympiques. Ainsi, à la poursuite de cet idéal, les sacrifices de Pierre furent nombreux au cours de son existence, en témoignait sa vie sociale inexistante et ses 85 groupes différents pour trouver un partenaire de grimpe sur les réseaux sociaux. Sa dernière petite amie l'avait quitté sous prétexte qu'il était, je cite, « trop obnubilé par l'escalade ». Des balivernes qu'il n'en pouvait de toute façon plus d'entendre, et c'est avec satisfaction qu'il se retrouva seul avec son chat, Miaousqueton. Une vie faite de sueur et de solitude donc, mais aujourd'hui, tout son travail était sur le point de payer, car Pierre était sur le point de s'envoler pour tenter enfin de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Quelques minutes encore pour finir de préparer ses affaires, Pierre se leva, embrassa une dernière fois sur le front Miaousqueton, puis franchit le pas de la porte, décidé à écrire son histoire, une histoire que nous allons vous conter, celle des Championnats du Monde de Berne 2023. Bonjour à tous, je suis Miguel de Caillou TV et vous regardez Road to the Olympics, une série ayant pour but de vous expliquer le procédé de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. D'ailleurs, bien que vous puissiez regarder cette vidéo indépendamment sans en perdre la substance, je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo de cette même série sortie précédemment sur le fonctionnement du circuit international. Et aujourd'hui, j'avais initialement prévu de vous expliquer le déroulé de tous les événements qualificatifs pour Paris 2024. Problème, en écrivant la vidéo, je me suis rendu compte que d'un côté, ça faisait beaucoup d'informations d'un coup, et de l'autre, qu'il y avait certains formats, notamment pour les événements qui auront lieu en début d'année prochaine, qui n'étaient pas bien fixés. Du coup, j'ai préféré rallonger la série avec une vidéo par événement qualificatif, comme ça nous fera un fil rouge durant toute l'année, et vous aurez les informations juste avant l'événement en question. Et juste avant de s'intéresser aux championnats du monde de Berne, je crois qu'il nous manque un élément important, à savoir le nombre de places disponibles pour les épreuves d'escalade de Paris 2024. Alors en 2021 à Tokyo, il y avait 40 athlètes qualifiés, 20 hommes et 20 femmes pour la seule épreuve qui était représentée, à savoir le combiné difficulté bloc vitesse. Or, vous le savez probablement, en 2024, l'organisation a eu l'idée, ma foi pas piquée des hannetons, de séparer la vitesse du reste des disciplines. Ainsi, nous aurons donc deux épreuves avec 28 places en vitesse, soit 14 hommes et 14 femmes, et 40 places pour le combiné bloc difficulté, 20 hommes et 20 femmes pour un total de 68 personnes. À cela s'ajoute une limitation, chaque CNO, à savoir chaque comité national olympique, ce qui est un peu l'équivalent d'une fédération nationale mais pour les Jeux Olympiques, ne pourra envoyer que 2 hommes et 2 femmes en combiné bloc difficulté et 2 hommes et 2 femmes en vitesse, soit un maximum de 8 représentants par pays. Une contrainte à ne pas prendre à la légère, puisque si on reprend par exemple le cas d'il y a 4 ans au championnat du monde d'Ashioji, où les 7 meilleurs grimpeurs du combiné étaient qualifiés aux Jeux Olympiques, eh bien 4 japonais s'étaient respectivement placés 1er, 4e, 5e et 6e de la finale, sauf qu'à cause de ce règlement, seuls Tomoa Narasaki et Kai Hadara avaient pu se qualifier, tandis que Alexander Megos, 8e, et Ludovico Fossali, 9e de la compétition, avaient pu obtenir leur ticket. C'est fou, même les japonais, ils doivent en avoir ras-le-bol des japonais. Mais revenons à nos 67 tickets. Pour les obtenir, il existe 3 moyens, les championnats du monde de Berne 2023, les tournois de qualification olympique et les Olympics Qualifiers. Et on va donc commencer aujourd'hui par le premier de cette liste, les championnats du monde de Berne 2023. Les championnats du monde de Berne 2023. Depuis l'arrivée des Jeux Olympiques sur le circuit international, les championnats du monde sont devenus la grande porte d'entrée pour s'y qualifier. Alors ceux de Berne auront lieu du 1er au 12 août 2023, soit 12 jours, ce qui sera la plus longue période d'un championnat du monde d'escalade jusqu'à présent. Alors il y a 4 ans à Ashioji, les précédents championnats du monde avaient délivré 14 places, 7 par genre pour le combiné olympique aux 7 meilleurs grimpeurs de l'épreuve de combiné. Cette fois-ci en revanche c'est un peu différent, avec 2 épreuves et un peu plus d'événements pour se qualifier au jeu, les quotas sont séparés en 2 et légèrement réduits. En vitesse c'est assez simple donc on ne se tardera pas dessus, il n'y aura que 4 places à prendre durant les championnats du monde et elles iront aux 2 premiers du classement masculin et 2 premières du classement féminin, avec le format compétitif que l'on connaît, composé des qualifications avec 2 chronos à effectuer et une phase finale sous forme de duel à élimination directe. Jusque là, logique. En combiné bloc difficulté, il y aura 6 quotas à prendre et ceux-ci seront attribués aux 3 premiers hommes et 3 premières femmes de l'épreuve de combiné.
Sauf que pour accéder à cette épreuve de combiné, il y a une condition. Dans la vidéo de la semaine dernière sur le circuit international, je vous avais dit que chaque fédération peut envoyer 5 grimpeurs par discipline et par genre au championnat du monde en plus d'un éventuel champion du monde sortant. Sauf que cela ne s'applique pas à l'épreuve de combiné. Pour se qualifier à l'épreuve de combiné, il faudra se classer dans les 20 meilleurs grimpeurs d'un classement provisoire qui se basera sur les épreuves individuelles de bloc et de difficulté. Un format pensé justement pour éviter que personne ne participe aux épreuves individuelles de bloc et de difficulté pour se réserver pour l'épreuve de combiné. Pour constituer ce classement, on utilisera le même tableau détaillé dans ma vidéo de la semaine dernière qui attribue un total de points à chaque grimpeur en fonction de sa place au classement. On aura donc à la fin des épreuves individuelles un total de points en bloc, puis en difficulté pour chaque grimpeur que l'on additionnera afin d'avoir son classement de qualification pour l'épreuve de combiné. Pour que cela soit un peu plus parlant, je vous ai préparé un petit classement fictif à l'issue des épreuves individuelles. D'abord, vous le voyez, chaque grimpeur dispose d'un classement en bloc et en voie que j'ai converti en points via le tableau correspondant, puis additionné pour créer mon classement final. Est-ce que j'ai passé 1 heure à faire ce classement en réfléchissant à mon réel pronostic ? Peut-être. Mais plus sérieusement, si j'ai en effet élaboré ce classement avec une certaine réflexion sur ce à quoi je m'attendais, eh bien fait intéressant, on voit que les 3 premiers de chaque discipline individuelle se retrouvent premiers du classement général, et ce malgré des résultats parfois très moyens dans les autres disciplines. Alors ce n'est évidemment pas extrêmement surprenant, mais ça confirme le fait que stratégiquement, il sera bien plus intéressant de cartonner sur une discipline et de complètement rater la deuxième, plutôt que de moyennement performer sur les deux, un peu à l'image ici de Jakob Schubert, qui se retrouve tout de même devant Yoshiyuki Ogata, malgré une moins bonne moyenne de place. Mais ça, ce n'est que pour le classement qualificatif pour l'épreuve de combiné. Maintenant, vous le prenez, vous le mettez de côté, et pour l'épreuve en elle-même, on sort un tout nouveau système de points. Génial, non ? Car oui, vous le savez, en compétition classique de bloc ou de difficulté, on n'a pas de points à proprement parler. En bloc, ce sont le nombre de tops, de zones, voire d'essais qui départagent les grimpeurs, et en difficulté, le score est égal au numéro de la prise sur laquelle on est tombé, ce qui oblige à utiliser ce tableau de conversion en points en fonction de la place pour additionner les 2 scores des épreuves individuelles. Sauf que ce système vu précédemment présente plusieurs défauts. D'abord, il ne représente pas très bien l'écart entre les places, et si un grimpeur a fini premier très largement de l'épreuve de bloc, on voudra qu'il ait beaucoup plus de points que le deuxième, ce qui n'est pas possible avec ça. Et ensuite, ce système risque de mener à beaucoup d'égalité, ce qui n'est pas vraiment souhaitable aux Jeux Olympiques. Alors au niveau du bloc, cela restera assez simple, chacun des tracés de la finale sera divisé en 2 zones et un top contre une zone habituellement. Si le grimpeur termine son temps en ayant atteint uniquement la première zone, il remportera 5 points, 10 points s'il a atteint la deuxième et 25 points pour un top, tandis que chaque essai raté lui fera perdre 0,1 point, ce qui, vous l'aurez compris, est surtout là pour départager les égalités. La grosse conséquence de ce type de classement, c'est qu'en théorie, un athlète sans aucun top pourrait se classer devant un athlète avec un top, même si le cas serait assez rare. En difficulté, c'est aussi simple dans les faits, mais un peu plus compliqué à suivre en direct. La voie sera divisée en 5 sections, avec dans chacune de ces sections, un nombre de points attribués pour chaque prise en fonction de sa hauteur dans la voie. Par exemple, les 10 dernières prises de la voie vaudront chacune 4 points, les 10 prises précédentes 3 points, les 10 d'avant 2 points, les 10 d'encore avant 1 point, et les prises restantes jusqu'au départ 0 points. Alors pourquoi compter le nombre de prises depuis le top plutôt que depuis le départ d'une voie ? En fait c'est très simple, toutes les voies n'ayant pas le même nombre de prises, si on comptait depuis le sol, on serait obligé d'adapter le système à chaque voie et ce serait hyper compliqué. Et si dans une compétition classique, on rajoute parfois un petit plus, vous savez, pour indiquer que le grimpeur a amorcé son mouvement vers la prochaine prise, eh bien ici, on rajoutera 0,1 point pour départager des éventuelles égalités. Si on fait le total, chaque épreuve pourra attribuer un maximum de 100 points, et donc une addition totale maximum de 200 points en cas de parcours parfait d'un athlète sur les 2 disciplines. Et tout l'enjeu d'un système de ce genre, et c'est pour ça qu'il est encore un peu complexe, c'est que aucune des disciplines... Et tout l'enjeu d'un système de ce genre, et c'est pour ça qu'il est encore un peu complexe, c'est bien qu'aucune des 2 disciplines ne soit avantageuse par rapport à l'autre. Ainsi, l'année dernière, le format fut testé et modifié à plusieurs reprises, comme par exemple au championnat d'Europe de Munich ou à la Coupe du Monde de Morioka Iwate, pour finalement arriver à cette version. Le système de points en difficulté avait notamment été lissé car jugé beaucoup trop punitif pour des bloqueurs. D'ailleurs, si vous voulez creuser un peu plus le sujet, j'ai récupéré ce tableau sur un excellent article de Grimper Magazine qui décrypte en profondeur le système, alors je vous laisse le lien en description.
Pour récapituler, c'est donc un total de 10 places pour les Jeux Olympiques qui seront distribuées lors des championnats du monde, et si ce n'est pas la majorité des tickets, ce sont pourtant ceux qui vont le plus conditionner la vie de nos athlètes durant les prochains mois, puisque vous vous en doutez, obtenir sa place en juillet 2023 ou en mars 2024 n'est clairement pas la même chose à la vue de sa préparation et de sa gestion du stress. Voilà, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura mieux aidé à bien comprendre le système de qualification de ces championnats du monde 2023. Je vous laisse en description via un lien en téléchargement le planning de l'événement pour ne rien rater. Et sur ce, je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!